Début février 2023, deux gigantesques tremblements de terre frappent la Turquie et la Syrie. Des dizaines de milliers de personnes meurent sous les décombres. Pendant des jours, la population attend en vain l'aide de l'État. Ne pas sauver les gens, ça revient à les assassiner. Ce n'est pas seulement le béton qui les a tués. Quelle est la responsabilité de l'État dans cette catastrophe du siècle? Je connais ça depuis mon enfance. Il y a sans arrêt des tremblements de terre. Mais rien n'est fait pour anticiper. Rien du tout. Par une nuit glaciale, le 6 février dernier, la terre se met à trembler ici, à Samandağ, une ville côtière du sud de la Turquie. Nurettin Bolat, professeur de mathématiques, sa femme et sa petite fille sont tirés de leur sommeil. Pris de panique, ils quittent cet appartement. Ils parviennent à atteindre la rue sains et saufs. L'immeuble voisin, en revanche, s'effondre entièrement, ensevelissant des dizaines de personnes. Après le séisme, on a attendu les secours. D'abord 8 heures, puis 10, puis 20 heures. On avait de l'espoir, on se répétait sans arrêt. Ils ne vont pas tarder à arriver. Mais au bout de 48 heures, il n'y avait toujours personne. Avec des amis, j'ai sorti moi-même 4 personnes des décombres. Par chance, elles se trouvaient au dernier étage. Les gens des étages inférieurs criaient. Mais pour les sauver, il nous aurait fallu du matériel professionnel. À main nue, tu ne peux rien faire. La famille de Nurettin a survécu. Depuis quelques jours, sa femme et sa petite fille ont trouvé refuge chez ses beaux-parents, à Izmir, à 1000 km de là. Il ne sait pas quand il pourra les revoir. Quelques mètres plus loin, des objets et albums photos récupérés dans les gravats ont été abandonnés sur le trottoir. On les a retrouvés dans cet immeuble. Ces gens-là, je les saluais tous les jours. Comme ils s'amusent sur ces photos. Leurs plus beaux moments jetés comme ça sur le bord de la route. Dans cette rue, plus aucun immeuble ou presque n'est habitable. La plupart des commerces ont été pillés. Nurettin ne reconnaît plus sa ville. Environ 125 000 personnes vivaient ici avant le tremblement de terre. Dans la rue, Nurettin croise d'anciens élèves. Notre prof d'anglais est encore en vie? Oui, on a pu le sauver. Mais il y a 2 autres profs qu'on a trouvés morts. Oh non, toutes mes condoléances. On peut faire quelque chose pour vous? Non. Je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir enseigner à nouveau ici. Comment je pourrais regarder ces rangées vides? Sur les places inoccupées, on mettra des fleurs et les photos des élèves qui sont morts. Comment supporter ça? Non, je ne peux pas. Le 6 février dernier, 2 violents séismes de magnitude 7,8 et 7,5 secouent la Turquie et le nord de la Syrie. Une catastrophe encore plus dévastatrice que le tremblement de terre de 1999, qui avait fait 18 000 morts près d'Istanbul. Cette fois, c'est le sud-est du pays qui est touché, et notamment la province de Hatay,
à proximité de la frontière avec la Syrie. C'est là que vit Nurettin, le professeur. Du côté turc, plus de 173 000 bâtiments sont gravement endommagés ou totalement détruits. Le dernier bilan humain dépasse les 44 000 morts. 1,5 million de personnes se retrouvent sans abri suite au séisme. Et pourtant, à de nombreux endroits, l'agence publique turque de gestion des catastrophes met des jours avant d'intervenir. Un temps précieux est ainsi perdu, alors que des rescapés sont prisonniers des décombres par un froid glacial. Pour pallier les défaillances de l'État, des civils s'organisent et apportent l'aide d'urgence. À plus d'1 millier de kilomètres de là, à Muğla, une ville de l'ouest de la Turquie. 5 jours se sont écoulés depuis le séisme. Les images de la catastrophe tournent en boucle dans les médias turcs. Ercan Dönmez et Tolga Erdoğan, 2 amis, ont décidé de se rendre dans la zone sinistrée pour y apporter leur aide. Comme beaucoup d'endroits sont privés d'électricité depuis plusieurs jours, ils emportent un générateur. Ercan est architecte. Il compte répertorier les destructions et dommages causés aux bâtiments pour tenter de comprendre l'ampleur des dégâts. On va mettre le reste sur le côté. Ça le stabilisera. Duygu Toprak, la compagne d'Erkan, est comédienne. Elle sera aussi du voyage. Et maintenant, ils ferment aussi les universités. Les médias sociaux relaient une multitude d'appels à l'aide en provenance de la région sinistrée. Duygu, Ercan et Tolga ont pris plusieurs jours de congé. Tolga est pédopsychologue. Depuis le grand tremblement de terre de 1999, il s'occupe régulièrement d'enfants traumatisés dans les régions touchées par des séismes. Les 3 amis ont décidé de se rendre dans la province de Hatay, actuellement la plus durement touchée. La Turquie étant située à la jonction de 3 plaques tectoniques, l'ensemble du pays est menacé. De graves tremblements de terre se produisent régulièrement. Je porte encore en moi les traces du grand séisme de 1999. J'y suis confronté en permanence dans mon travail. Est-ce que les traumatismes ont le pouvoir de faire bouger les choses? Oui, ils ont ce pouvoir-là. Au bout de 5 heures de route, ils font une courte pause. Le bilan des victimes s'alourdit chaque jour. D'après certaines sources, la sécurité publique serait menacée. Il ne faut aller nulle part tout seul. C'est sûr. Et surtout pas après la tombée de la nuit. Oui, mais même de jour. Des cargaisons d'aide ont été pillées. Je ne suis pas tranquille. On ne sait pas ce qui nous attend. Il y a des pillages, paraît-il, et pas mal de répliques aussi. Le soir, enfin, ils atteignent la ville d'Antakya, dans la province de Hatay. Le TIP, le Parti des travailleurs de Turquie, un parti de gauche, y a installé un camp de fortune. Les bénévoles viennent des 4 coins de la Turquie. Duygu, Ercan et Tolga se rendent au camp pour y proposer leur aide. Ici, tout se passe de manière spontanée. Chacun donne un coup de main là où c'est nécessaire. Dans les jours qui suivent le séisme, les citoyens prennent le relais pour pallier les défaillances de l'État. Ils distribuent de la soupe, des médicaments et des vêtements. Tolga et Ercan commencent par aller remettre le générateur qu'ils ont apporté. Merci les gars. Les amis se préparent pour leur première nuit. Les températures devraient avoisiner les -3 degrés. Le lendemain, Nurettin, le professeur, a trouvé refuge chez sa sœur aînée, Müzeyyen, qui habite le village voisin. La maison n'a subi que quelques dégâts, mais par crainte de nouvelles secousses, la famille s'est installée dans le jardin pour y passer ses nuits.
On s'en sortira d'une manière ou d'une autre. L'essentiel, c'est de ne pas être mort. Survivre avec pratiquement rien, ça nous connaît. Le plus important, c'est qu'Allah nous laisse la vie et nous offre la sécurité. Un sac de farine et un sac de boulgour, ça nous suffit. Comme il ne reste pratiquement plus de boulangerie, la sœur de Nourettine fait son propre pain. La famille appartient à la minorité alévi, issue de l'islam, comme beaucoup d'habitants de la région de Hatay. Une région qui compte aussi de nombreux chrétiens et juifs. Les parents de Nourettine étaient ouvriers agricoles. Avec ses 7 frères et sœurs, il a grandi dans la pauvreté. Mais le jeune homme a réussi à entrer à l'université. Jusqu'au séisme, il appartenait à la classe moyenne turque. Ces derniers jours, Nourettine n'a pratiquement pas dormi. Et il n'a mangé que ce qu'il a pu obtenir des premiers secours. Du pain, du riz, des biscuits. Il a des problèmes d'estomac. Depuis le tremblement de terre, tout notre corps est chamboulé. On ne mange plus que pour survivre, et sans faire attention à ce qu'on mange. Ça doit être ce qu'on appelle un traumatisme. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis le séisme que je mange quelque chose de convenable. La famille de Nourettine ne veut pas retourner à l'intérieur de la maison pour le moment. Ils font leur lessive à la main. Faute d'avoir obtenu une des tentes fournies par l'État, la famille a pris ses quartiers dans la serre de son jardin. Malgré cela, ils sont tout de même mieux lotis que beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue, sans abri. Nourettine est en route pour la pharmacie locale, où il doit recevoir sa piqûre quotidienne contre ses problèmes d'estomac. C'est la seule de la région à être encore ouverte. Toutes les autres ont été détruites ou pillées. La plupart des médicaments sont des dons en provenance d'Istanbul. Ahmed Abdoulalolou, le pharmacien, attend d'être réapprovisionné. Ce dont nous avons besoin de toute urgence maintenant, ce sont des antibiotiques, des analgésiques et des antidépresseurs. Des médicaments pour l'estomac à cause de la faim et du froid. Et surtout, des remèdes contre la constipation. D'ici quelques jours, nous serons probablement à court de médicaments contre les démangeaisons. Tout le monde en a en ce moment, à cause du manque d'hygiène et du peu d'eau pour se laver. Nous avons besoin d'aide de toute urgence. La veille, la cousine de Nourettine et ses proches ont été retrouvés morts dans les décombres. Ils doivent être inhumés aujourd'hui. On se rend à un enterrement et là, on demande combien de personnes aujourd'hui. On y va sans connaître le nombre. Je viens juste d'apprendre que 7 personnes sont mortes dans la maison de ma cousine. 2 d'entre elles ont été enterrées ici au village. Ces derniers jours, Nourettine a enterré des dizaines de proches, d'amis et de voisins. Par crainte des épidémies, de nombreuses victimes du séisme sont inhumées dans des cimetières aux allures de fosses communes. Ces défunts-là, au moins, ont droit à une prière. Ce n'est pas le genre de mort que nous connaissons. Autrefois, on s'effondrait lorsqu'un proche mourait. On portait le deuil pendant des jours et des jours. Mais aujourd'hui, nous sommes comme figés, comme gelés. Nous ne pouvons pas faire notre deuil. Peut-être que dans un mois, on se mettra à pleurer à chaudes larmes. Je ne sais pas, je l'espère. J'espère qu'un jour, notre psychisme redeviendra normal. La cousine de Nourettine et sa famille reposeront dans ce cimetière. Mais aujourd'hui, plus d'une semaine après le séisme,
de nombreuses connaissances de Noureddin sont encore prisonnières des décombres. Le centre-ville d'Antakya. Duygu et Ercan ont dormi dans leur voiture. Cette nuit, les températures ont chuté bien en dessous de zéro. Ils essaient maintenant de se réchauffer. On savait qu'il allait faire froid, et on s'était préparé en conséquence. Et malgré ça, on a eu très froid. Je n'ose même pas imaginer l'état des personnes qui, dans la panique au moment du séisme, se sont précipités à l'extérieur sans vêtements chauds. Les sinistrés se pressent dans le camp humanitaire mis en place par le Parti des travailleurs. Des distributions de nourriture y ont lieu chaque jour. L'hygiène est à l'heure actuelle l'un des problèmes majeurs en ville. À cause du manque d'installations sanitaires, le risque d'épidémie augmente. Tolga aide à nettoyer les quelques toilettes du camp. Il y a un problème avec l'évacuation des toilettes. On essaie de régler ça. Depuis le tremblement de terre, l'eau du robinet est malheureusement très polluée ici en ville. On ne peut pas s'en servir. Alors on est contraint et forcé d'utiliser cette eau potable qu'on mélange avec du désinfectant. Nous n'avons pas le choix. Dans toute la région, les infrastructures sont lourdement endommagées. Les coupures de courant sont fréquentes. Et parfois, les réseaux de téléphonie mobile sont perturbés pendant des journées entières. Mais ce qui manque surtout, ce sont les tentes et les radiateurs. Plus d'une semaine après le séisme, la colère gronde contre le gouvernement dans certains pans de la population turque. Malheureusement, la gestion de la catastrophe par l'État n'est vraiment pas à la hauteur pour l'instant. Ils essaient de tout organiser depuis Ankara. La bureaucratie est très lente. Et quand la population civile veut elle-même faire bouger les choses sur place, on lui met des bâtons dans les roues. Les autorités ont fermé l'accès à Twitter et ralenti Internet. Si ça, c'est pas une preuve évidente qu'on veut bloquer la société civile, on nous coupe nos canaux d'information. En venant sur le terrain, Tolga pensait prendre en charge des enfants traumatisés. Mais la plupart des enfants ont déjà été évacués de la ville. Il en informe un ami psychologue. Il n'y a presque plus d'enfants ici. Dans ce camp, j'ai vu 3 ou 4 enfants grand maximum. Ce n'est pas un endroit pour travailler avec des enfants. Le chaos règne à l'extérieur du camp. Les sinistrés campent à côté des immeubles en ruine. Ils ne veulent pas partir avant que tous leurs proches ne soient extraits des décombres. Des soldats assurent désormais la sécurité en ville. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Les amis explorent le quartier. Architecte de profession, Ercan compte rassembler des preuves de malfaçon dans le secteur du bâtiment. Mais il veut aussi se renseigner sur les modes de construction à l'épreuve des séismes. Je vois ici des bâtiments stables, mais aussi d'autres qui sont problématiques, mal construits. Le fait que cet immeuble-là soit encore debout, alors que tout son angle s'est effondré, ça tient du miracle. C'est la preuve de la stabilité de sa construction. Mais quand l'immeuble d'à côté s'est effondré, il a emporté avec lui tout l'angle du bâtiment solide. Avec des collègues de l'ordre des architectes, Ercan avait l'intention d'inventorier les dégâts sur les bâtiments en qualité d'expert officiel. Mais les autorités ont freiné leur élan. Alors que certains habitants sont encore à la recherche de leurs proches dans les décombres, les pelleteuses sont déjà à l'œuvre. Cet empressement éveille la méfiance d'Ercan.
J'ai l'impression qu'ici, on essaie d'étouffer l'affaire, de cacher certaines choses. Avant de venir sur place, j'avais entendu des rumeurs en ce sens. Mais je les avais balayées en me disant que c'était de la désinformation. Mais maintenant, moi aussi, je suis persuadé que les autorités tiennent délibérément à l'écart les architectes et les ingénieurs des équipes de contrôle. On cherche à dissimuler des preuves ici, pour ne pas qu'on sache que le roi est nu. Ercan Edoğu rencontre Mehmet Keremoğlu. Installé en Allemagne depuis 10 ans, il a aussitôt pris l'avion à l'annonce du drame qui a frappé son pays. Sa tente est toujours sous les décombres. Je suis venu d'Allemagne immédiatement après le tremblement de terre. Mais dans le même temps, personne d'Ankara n'a réussi à se déplacer jusqu'ici. Les gens d'ici ont été oubliés, volontairement oubliés. Rien n'est organisé ici, absolument rien. Tolga est lui aussi en route. En 1999, il s'était déjà engagé activement après le tremblement de terre qui avait frappé le nord de la Turquie, faisant plus de 18 000 morts. À la faveur de ce séisme, l'AKP d'Erdoğan était sorti vainqueur des élections, promettant de faire mieux que l'ancien gouvernement. Il avait renforcé les règles de construction, imposé du ciment de qualité, plus d'acier et des fondations solides. Le secteur du bâtiment avait alors connu un essor sans précédent. Tolga espérait qu'une telle catastrophe ne se reproduirait jamais. Comme cette clinique privée de construction relativement récente, beaucoup de bâtiments neufs se sont effondrés. Il y a 80 ans, ici, dans les environs, se trouvait un lac qu'on a asséché. Et ensuite, un grand classique en Turquie, on a accordé un permis de construire dans cette zone. Sans doute qu'on n'a pas non plus pris les mesures nécessaires pour ancrer les fondations solidement dans le sol. Et voilà le résultat. Ercan Edoğu ont entendu parler de Nurettin, le professeur. Ils veulent lui rendre visite à Samandağ, sa ville natale. Le gouvernement Erdoğan était au courant du risque sismique dans la région. Malgré cela, il a constamment homologué a posteriori des constructions illégales, alors que celles-ci n'étaient pas sûres. Les autorités ont aussi délivré des permis de construire pour des bâtiments beaucoup trop hauts. Construit il y a 6 ans à peine, l'immeuble voisin de celui de Nurettin est aujourd'hui un tas de ruines. Nurettin demande des explications à Ercan. Il s'est totalement effondré. Notre immeuble juste à côté pourrait aussi s'écrouler à tout moment. Ces dernières années, des bâtiments sont sortis de terre ici, rapidement et à moindre coût. De toute évidence, avec des lacunes au niveau de l'inspection des constructions. Pour déterminer où le bât blesse, il faut examiner la quantité d'acier utilisé, l'endroit où il a été mis en place et la manière dont il a été assemblé. Mais aussi, est-ce qu'on a utilisé le ciment adéquat? Est-ce que les ouvriers ont travaillé dans les règles de l'art? Et puis c'est très important, les géophysiciens ont-ils correctement analysé le sous-sol? Et les ingénieurs civils ont-ils dessiné un projet correct avant le début des travaux? Tous ces aspects s'influencent mutuellement. D'autres immeubles construits par la même entreprise se sont aussi effondrés dans la localité. D'après Nurettin, le promoteur se serait enfui en Allemagne. On ne peut pas tolérer qu'il reste tranquillement en Allemagne. Il faudrait le faire revenir ici pour qu'il soit poursuivi en justice, qu'il paie le prix. Tous ceux qui sont responsables, à commencer par le fonctionnaire qui a accordé le permis de construire, ils doivent être inculpés. Le gouvernement Erdoğan a annoncé, à grand renfort médiatique, l'arrestation de plus de 180 entrepreneurs du bâtiment. Leur culpabilité est le grand sujet du moment dans les médias, majoritairement proches du gouvernement. Quant à la responsabilité politique, la question n'est pas évoquée. Dans la rue voisine se trouve un centre d'aide humanitaire. Nurettin vient régulièrement y prêter main forte. Les dons arrivent de toute la Turquie, et en particulier d'Istanbul et d'Ankara, deux villes dirigées par le parti d'opposition CHP, le Parti populaire républicain. Dans quelques mois, d'importantes élections doivent avoir lieu en Turquie. D'après les bénévoles sur le terrain,
Les gouverneurs locaux, proches du gouvernement, ont d'abord voulu saisir les livraisons d'aide. La colère monte contre le gouvernement. Pourquoi est-ce que nous payons des impôts à l'État? Pour qu'il fasse le nécessaire en matière de santé, d'éducation et de services publics. Mais s'il n'est pas avec nous dans les heures les plus difficiles, il faut vraiment que les citoyens s'expriment clairement. Ce gouvernement est arrivé au pouvoir après le tremblement de terre de 1999. Et c'est avec un autre tremblement de terre qu'il s'en ira. Des centaines de milliers de personnes ont déjà quitté la région. Chaque jour, des dizaines de vols d'évacuation décollent de la zone sinistrée. Nurettin se demande lesquels parmi ses voisins et amis qui ont survécu reviendront un jour. L'un de mes voisins était chrétien, l'autre sunnite. On s'était construit un cadre de vie commun. C'est quelque chose que je ne retrouverai nulle part ailleurs. On a peur que ce soit détruit pour toujours. La femme de Nurettin vient de lui envoyer une nouvelle vidéo de Piraye, sa fille d'1 an. Elle lui manque beaucoup toutes les deux. Mais en même temps, il ne veut pas abandonner sa terre natale. Après 5 jours passés au camp, les 3 amis, Ercan, Tolga et Duygu, prennent le chemin du retour. Ils aimeraient rester, mais ils doivent reprendre le travail. Je suis sûre qu'un jour je reviendrai, j'y crois. J'achèterai du fromage et des épices dans la vieille ville et on dressera de belles tables autour desquelles on se réunira avec nos amis. On y arrivera. On se battra pour ça. Erdogan a promis ces jours-ci de reconstruire entièrement les régions sinistrées en l'espace d'1 an. Les appels d'offres publics sont déjà lancés. Ercan, l'architecte, estime que c'est extrêmement dangereux. Il s'agit d'une tâche de longue haleine, qui ne peut pas être résolue en une seule législature. En 1 an, on peut tout au plus déterminer ce que l'on veut construire ici à l'avenir et de quelle manière. Tolga s'en va, lui aussi, avec un sentiment mitigé. C'était important pour moi de venir ici. Ça m'a fait du bien. Mais j'ai l'impression de n'avoir pas pu faire grand-chose. Ici, il y a des bénévoles qui travaillent jour et nuit. Petit à petit, certains rentrent chez eux, exténués. D'autres sont épuisés, mais ne peuvent pas partir. Quand on s'en va d'ici, on se sent coupable, parce qu'il y a encore tant à faire. Tolga prépare un projet à destination des enfants traumatisés dans la zone du séisme. Quant à Ercan, il veut publier ses recherches dans un rapport de l'Ordre des architectes. Pour la première fois depuis le tremblement de terre, Nurettin se rend à son ancienne école. Le bâtiment est intact, mais les cours sont suspendus pour l'instant. La réouverture des écoles est prévue pour fin mars au plus tôt dans la province de Hatay. Dans la cour de l'école se dresse une tente où 35 personnes ont trouvé refuge. Tous ici déplorent que le maire, qui appartient au CHP, ne se soit pas encore déplacé depuis la catastrophe. Meryem, elle est où notre maison? La famille a été sauvée par des voisins qui les ont sortis des décombres. Mais dans leur maison, tout le monde n'a pas survécu. Ma belle-sœur et son fils de 5 ans étaient morts quand on les a retrouvés. Ils étaient dans les bras l'un de l'autre sous les gravats. On a pu sauver les autres enfants et mon beau-père. Mais cette impuissance, c'est affreux. Pour beaucoup ici, il s'agit d'une catastrophe annoncée, dans laquelle la politique, les services de l'urbanisme et les entrepreneurs ont chacun leur part de responsabilité. Nurettin critique la corruption omniprésente qui fait passer le profit avant la vie humaine. Nous devons promouvoir une morale sociale pour créer un monde qui vaille vraiment la peine d'être vécu.
Mais pour ça, nous devons d'abord devenir nous-mêmes une société honnête. Les voleurs, voyous et autres escrocs ne doivent plus avoir leur place. Mais pour beaucoup de sinistrés, la priorité du moment est leur survie quotidienne. Une semaine après le séisme, l'Agence publique de gestion des catastrophes installe enfin un grand camp de tentes à Samanda. Le 20 février, la Terre tremble de nouveau. 2 séismes de magnitude de 5,8 et 6,4 frappent la région. Cette fois, Samanda est l'un des épicentres. Des immeubles s'effondrent à nouveau. Les secours arrivent plus rapidement sur place. Le bilan se monte à 294 blessés, parfois graves, et 6 décès. La région ne connaît pas de répit. Nurettin est toujours à Samanda. Après toute une vie passée ici, il ne sait plus aujourd'hui s'il a encore un avenir dans cette ville. Je n'ai plus de logement. Je ne possède plus rien du tout. Ma famille est dispersée. Je suis loin de ma femme et de ma fille. Je n'ai plus de chez moi ici. Est-ce que je vais être muté pour enseigner dans une autre région? Plus rien n'est sûr.